Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire. Je vois qu'il est 17h45, donc on avait dit qu'on commencerait à 17h45, on y est. On a un ordre du jour, vous allez le voir, qui est assez chargé. L'objectif de ce webinaire, c'est de tenir quand même 1h15, c'est-à-dire qu'on vise une fin à 19h. Vous indiquez qu'on aura deux grands volets, deux grandes parties, avec un fonctionnement un peu en entonnoir. Donc, dans un premier temps, il y a Bénédicte Carlotti qui nous fera un peu un état des lieux sur la santé économique des exploitations betteravières, mais qui a vraiment une orientation exploitation et pas nécessairement que betterave. Et puis, eh bien, l'entonnoir se faisant, on s'intéressera au coût de production betteravier et vraiment à la culture de betterave en tant que telle, via Sébastien Audrin, qui nous fera donc la deuxième partie de ce webinaire. Je ne vais pas en dire vraiment plus, vous laisser profiter, simplement indiquer que ce webinaire est enregistré, donc vous aurez accès à un replay pour ceux qui le souhaitent, que vous pouvez bien évidemment poser des questions dans le chat. On vous invitera également à répondre parfois à une ou deux questions sous forme de sondage au cours du webinaire. Voilà, je vous laisse, j'ai déjà trop parlé et bon webinaire à tous. Donc, bonsoir à vous. Voilà, donc Bénédicte Carlotti, chargée d'études à Pleury-Aigri. Je vais donc présenter ce premier volet un peu global sur l'économie des exploitations betteravières. Donc, c'est un travail que nous faisons avec l'ARTB de manière récurrente, qui se base sur les données du RICA, que vous connaissez peut-être, qui est le réseau d'information comptable agricole, qui est une enquête annuelle qui est menée par le ministère de l'Agriculture sur la base d'une méthodologie standardisée au niveau européen. C'est une enquête comptable qui fait référence, puisque c'est sur la base de ces données que sont établis les comptes agricoles de la nation chaque année. Alors, c'est une base qui fait référence par sa fiabilité, mais le revers, on va dire, de la médaille de la fiabilité, c'est qu'il y a forcément un temps de collecte, d'harmonisation, de mise en œuvre de cette base. Et donc, on a toujours un peu un temps de retard. Et donc, les données les plus récentes actuellement disponibles sont celles de la récolte 2023. Donc, c'est sur la base de ces données 2023 que nous avons cherché à documenter deux aspects. D'une part, la place et la rentabilité de la betterave dans les exploitations, et puis, dans un volet plus global, la santé économique des fermes betteravières. Donc, c'est ce que nous allons regarder ensemble. Donc, place de la betterave dans les exploitations. Donc, ce premier graphique vous montre la place de la betterave dans le chiffre d'affaires des exploitations betteravières. Alors, je vais expliciter un peu le graphique, puisque plusieurs dans la présentation seront construits selon le même modèle. On se met dans une perspective historique sur 10 ans. Là, nous sommes en 2023, avec donc ce diagramme en moustache qui nous montre à la fois la valeur moyenne et la dispersion de la place de la betterave dans le chiffre d'affaires. On voit que moyenne en noir, ce qui veut dire que dans la ferme France betteravière, la betterave représente en moyenne 19% du chiffre d'affaires des exploitations en 2023. Avec donc une dispersion qui est figurée ici, donc avec en vert pâle le quart supérieur. Nous avons donc un quart des producteurs, des planteurs de betteraves, pour lesquels la betterave représente plus de 26% du chiffre d'affaires. Le décile supérieur en vert foncé, où nous avons donc pour 10% des planteurs une betterave qui représente plus de 36% du chiffre d'affaires. Donc ici, des exploitations fortement betteravières. Et à l'inverse, des exploitations où la part de la betterave est moindre dans le chiffre d'affaires, dans l'économie de l'exploitation,
avec en orangé, donc le quartile inférieur, un quart des producteurs pour lesquels la betterave représente 11% ou moins du chiffre d'affaires, et le décile inférieur, la pastille rouge, où nous avons donc pour 10% des planteurs une betterave qui représente moins de 6% du chiffre. Donc, plusieurs graphiques dans la suite seront présentés selon le même principe et le même codage de couleurs. Donc, si on revient à notre valeur moyenne, donc on est en 2023 avec une betterave qui représente en moyenne 19% du chiffre d'affaires des exploitations. Et comme je l'indique dans l'encadré, c'est un des résultats importants, c'est de dire que la betterave a retrouvé en 23 une place dans le chiffre d'affaires qu'elle n'avait plus eue depuis la période des quotas qui figurait ici. Donc c'est déjà un élément important de ce qu'on peut dire sur l'économie des exploitations betteravières en 23. Alors, cette recette betteravière, c'est le rendement fois le prix. Et on vous a présenté ici, toujours dans une perspective historique, l'évolution en bleu des prix moyens de la betterave, tout compris, une tonne de betterave à 16, en vert l'évolution des rendements en betterave à 16. Et puis bon, voilà, nous sommes là en 2023 et nous voyons qu'on a une combinaison à la fois prix-rendement qui est très favorable pour obtenir d'excellentes recettes betteravières avec un niveau de prix qui est historiquement élevé, record, et un niveau en 2023 de rendement qui est dans la moyenne des 5 ans, si on fait abstraction de l'année 2020. Alors, si on cherche à remettre ce contexte 23 un peu en perspective historique, bon, vous voyez, rappelez-vous, on a eu la période 2018-2020 où on avait un cycle très dégradé pour la betterave, tant sur les prix, qui étaient très bas, que sur les rendements, qui étaient dans une spirale, on va dire, décroissante et avec les rendements catastrophiques de 2020 liés à la jaunisse. Alors 2021 avait rompu ce cycle dégradé, et puis 2022 et 2023 redonnent les conditions, en particulier en 23, grâce au prix record, d'obtenir d'excellentes recettes betteravières. Et c'est ce qui vous est figuré sur le graphique suivant, où là, on fait apparaître la recette betteravière, c'est donc rendement fois prix par hectare de betterave, au fil du temps dans les exploitations du RICA. Donc ce sont bien les recettes telles qu'elles sont relevées dans les comptabilités. Et en 2023, vous voyez, on a des niveaux de recettes particulièrement élevés, avec une recette moyenne qui avoisine les 4 000 €, ce qui est un niveau qui est historiquement élevé. Si vous regardez la flèche noire, mais historiquement élevé. Alors, ce qui va permettre, ces niveaux de recettes betteravières vont permettre une très bonne rentabilité de la culture, malgré un coût de production qui aura continué d'augmenter en 2023. Mais là, je n'en dis pas plus parce que ce sera vraiment très détaillé dans la présentation de Sébastien. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2023, on a dépassé les niveaux de recettes moyennes, et en termes recettes moyennes, des dernières, entre guillemets, bonnes années qu'on avait connues en 2012-2013. Ce qu'il est intéressant néanmoins de montrer, c'est qu'on a une augmentation de la dispersion de ces recettes betteravières. Si vous regardez ici, si on regarde l'écart, donc on est autour d'une moyenne de 4 000 € par hectare de betterave en 23. Si on regarde ici le quart de recettes betteravières les plus élevées et le quart de recettes betteravières les moins élevées, on a un écart de 1 000 €. Si on regarde les 10% de recettes betteravières les plus élevées et les 10% de recettes betteravières les moins élevées, on a un écart de 2 000 € par hectare de betterave. Donc un écart très important, donc une hétérogénéité des recettes betteravières forte, ce qui peut en particulier être le résultat d'écarts importants sur les rendements, soit liés à des accidents, enfin problèmes de rendement,
notamment, puisque si on regarde le rendement moyen des situations qui sont dans ce décile inférieur, la pastille rouge, ils sont inférieurs, enfin le rendement moyen est de l'ordre de 60 tonnes, alors que si on regarde le rendement moyen des situations qui sont dans les 10% de recettes les plus élevées, on est à 98-100 tonnes en moyenne. Donc, une hétérogénéité importante des recettes, voilà, un niveau élevé, historiquement élevé de la recette betteravière en 23, mais une très importante hétérogénéité. Je n'en dis pas plus, c'est Sébastien qui continuera. Alors ensuite, on regarde le deuxième volet, là on change de périmètre, on va regarder l'exploitation betteravière dans sa globalité et la situation économique, notamment au travers du revenu. Alors, rappelons un peu le contexte de 2023. Donc, on a vu une recette betteravière très, très élevée, bien qu'hétérogène. Sur l'ensemble du reste de l'exploitation betteravière, le fait marquant, c'est la poursuite de la hausse des charges, qui continue d'augmenter en 2023 sur les postes d'intrants, notamment d'engrais, mais globalement sur l'ensemble des charges, et qui impacte fortement l'économie de l'exploitation, d'autant que dans le même temps, sur le secteur des grains, on a un retournement du marché qui va provoquer un très fort repli de la valeur de la production en SCOP, céréales et oligoprotéagineux, même si les rendements étaient plutôt satisfaisants. Et donc, pour les cultures COP des exploitations, l'effet d'un très fort ciseau prix-charge qui va impacter très fortement les grains. Autre culture présente potentiellement dans les exploitations betteravières, la pomme de terre. Alors 22 avait été une mauvaise année pour les rendements en pommes de terre. En 23, à nouveau, les rendements étaient satisfaisants, ils se situaient dans la moyenne. Et on avait le début du retournement des prix, mais les prix étaient encore élevés. En lin, on a un rendement 2023 qui est plutôt faible, mais la persistance de prix de marché élevés. Donc, comment l'ensemble de ce contexte est associé à une rentabilité forte de la betterave, comment cela a-t-il interagi, comment cela a-t-il impacté plus précisément le revenu des exploitations betteravières? Alors, juste avant de regarder le revenu, un petit point de précision. On peut regarder le revenu de différentes façons au niveau des exploitations agricoles. Et nous allons nous intéresser aujourd'hui au RCAI, résultat courant avant impôt, dont je rappelle qu'il se calcule à partir du total de la valeur de la production plus les aides PAC, dont on soustrait les charges variables et les charges structures, ce qui donne un EBE, dont on soustrait encore les amortissements pour obtenir le RCAI, résultat courant avant impôt, qui sert de base, qui est l'assiette qui sert de base au calcul de l'impôt et de la MSA, et qui peut se décliner à l'échelle d'exploitation par hectare ou par actif non salarié, qui est l'indicateur qu'on va regarder, le RCAI par utence. Il y aurait d'autres indicateurs pour regarder le revenu, notamment le revenu disponible, dont je dirais juste un tout petit mot, mais qu'on développera peu. C'est là, pour le calculer, on repart de l'EBE, dont on soustrait les annuités d'emprunt et les charges financières afférentes et les charges sociales de la MSA. Ça donne un revenu disponible dont la fonction est d'assurer les prélèvements privés des planteurs et éventuellement l'autofinancement d'investissement. Donc voilà, nous aujourd'hui, maintenant dans le schéma qu'on va regarder ensuite, c'est ça qu'on regarde, RCAI par utence. Voilà, c'est ce qui apparaît là. Là aussi, il est mis en perspective historique, présenté en moyenne et en dispersion. 2023, nous sommes là.
Et le RCAI par utence en moyenne dans la ferme France betteravière, il était de 70 000 euros. Alors évidemment, c'est une baisse de l'ordre de 40% par rapport au RCAI par utence de 2022 qui était historiquement élevé et très impacté par la géopolitique. Donc forcément, une baisse en 2023, mais si on compare le niveau du revenu 2023 dans une perspective historique, on remarque que finalement le niveau moyen de 2023, il est au niveau moyen de 2021 ou des bonnes années, des dernières bonnes années qu'on avait eues sur 2010, 2011, 2013. Par contre, ce qu'on va montrer, c'est que même si en 2023, on a un niveau moyen qui est, bon, certes, décevant par rapport à 2022, mais du niveau des années qu'on a pris là en référence, ce qu'on va voir, c'est que la dispersion du revenu, l'hétérogénéité du revenu, elle augmente. Elle augmente. Alors regardons ici l'hétérogénéité du revenu en 2023. 2023, moyenne 70 000 euros. Si on regarde l'écart entre le quart supérieur oui, des revenus dans les fermes betteravières et le quart inférieur, les pastilles vert pâle et orange, on a de l'ordre de 68 000 euros, ou enfin 70 000 euros d'écart. Si on regarde l'écart entre les 10% de revenus supérieurs et les 10% de revenus inférieurs, on est à plus de 160 000 euros d'écart. Donc un écart considérable, une hétérogénéité considérable de revenus au sein de la filière betterave. Et si on le met en perspective avec les années de référence auxquelles on se comparait tout à l'heure, en prolongeant à la fois le repère pointillé du décile supérieur et du décile inférieur, c'est ce que nous avons là, on voit que finalement, le décile supérieur a peu évolué. Par contre, la valeur du décile inférieur s'est fortement dégradée. Donc, on a eu, si on compare avec des années où le rendement moyen était à peu près équivalent, on a en 2023 une dégradation de la dispersion, une augmentation de la dispersion des revenus par une dégradation des revenus les plus bas. Vous voyez que en 10-12, on avait les 10% de revenus les plus bas, ils étaient entre 25 et 15 000 euros par utence. Là, si je reviens ici, vous voyez qu'en 2023, le décile inférieur est négatif. Et on a en 2023 11% des fermes betteravières qui sont déficitaires. Si on regardait non pas le RCAI, mais le revenu disponible, on a 16% des fermes betteravières en 2023 qui n'ont pas réussi à dégager un revenu disponible. Alors, si on cherche à comprendre un peu l'origine de cette hétérogénéité des revenus, alors évidemment, c'est multifactoriel. Il y a un élément qui est assez fort cette année en 2023, c'est l'orientation globale de l'exploitation. Dans des travaux précédents, nous avions vu que dans la ferme France betteravière, on a en gros une grosse moitié, 55%, de planteurs de betteraves qui sont installés dans des systèmes de grande culture générale, qui, dans le jargon de la nomenclature des exploitations agricoles européennes, correspond à l'OTEX 16, c'est-à-dire des exploitations dans lesquelles, à côté des céréales et oléoprotéagineux, on a une part importante d'autres grandes cultures, type betterave, pommes de terre, lin, qui contribuent à plus de 25% du chiffre d'affaires potentiel de l'exploitation. C'est ça la définition. Donc ça, c'est une grosse moitié des betteraviers.
Mais on a aussi des planteurs de betteraves qui sont en fait des scoppers qui ont à côté des cultures COP un peu de betterave. Et dans ces exploitations-là, en 2023, l'effet ciseau des prix a été, enfin, s'est exprimé, enfin, a eu un impact très fort. Et donc, les exploitations de l'OTEX, les betteraviers installés en OTEX 15 ont subi une baisse de revenus très importante qui a conduit à ce qu'on ait une forte représentation du bas de la dispersion dans l'OTEX 15. En revanche, les exploitations de l'OTEX 16, les planteurs, donc installés en OTEX 16, voient leurs revenus plutôt situés dans le haut de la dispersion, avec un niveau de revenu qui est croissant au fur et à mesure qu'on a et de la betterave, et de la pomme de terre, et du lin, et ceci dans des proportions plus importantes. Une grosse moitié, plus 25%, ça ne fait pas la totalité. Le reste des planteurs, ils sont installés en système de polyculture élevage. Et on a eu aussi en 2023 une représentation assez importante des polyculteurs éleveurs dans cette frange basse de la dispersion. Voilà, donc voilà ce que j'avais l'intention de dire sur ce propos un peu global, introductif. Donc là, sur le revenu, revenir sur l'idée 70 000 €, une baisse de 40% à peu près par rapport à 2022, qui était exceptionnellement élevée, une très forte dispersion, parce qu'il y a eu un impact ciseau des prix qui s'est marqué pour tout le monde, mais qui a impacté énormément les exploitations de type SCOP. Et on peut dire que la betterave, du fait de la très bonne rentabilité qu'elle a eue en 2023, elle a pu contribuer à tamponner un peu cet effet ciseau des prix qui s'est abattu sur les COP. Et cet effet a été d'autant plus marqué cet effet tampon de la betterave et des autres cultures, type pommes de terre et lin, a été d'autant plus marqué dans les exploitations en OTEX 16. Les exploitations en SCOP en ont moins profité, compte tenu de l'importance que les cultures COP ont dans leur chiffre d'affaires. Voilà, donc ça, hop, et j'en viens à ma conclusion. Une conclusion en 3 points pour dire que donc, ce que je viens de dire là, après un revenu des exploitations agricoles 22 historiquement élevé, lié aux impacts de la géopolitique sur les marchés agricoles, un revenu des exploitations agricoles françaises qui a terriblement baissé en 2023, les exploitations betteravières, alors quand je dis terriblement, c'est en particulier pour les scoppers, le RCAI moyen des céréaliers en 2023, c'était 11 000 € par utence, ferme céréalière toute France. Les exploitations betteravières n'ont pas échappé à cet effet ciseau des prix, mais ceci ne doit pas occulter le fait que 2023 a été une année de rentabilité exceptionnelle pour la betterave sucrière, et que cette rentabilité, elle a contribué à limiter la baisse du revenu dans les exploitations qui la cultivent. Et c'était un point fort pour nos exploitations betteravières. Alors, on ne peut pas ne pas souligner l'hétérogénéité du revenu, qui est très forte et croissante. Ça, c'était les résultats 2023. Je vous ai expliqué pourquoi au début. On a toujours un décalage. Bon, depuis, on sait qu'il y a eu 2024 et 2025, et on voit bien que l'équilibre sur le revenu, l'équilibre est fragile. L'équilibre du revenu est fragile, soumis aux aléas sur les rendements, on l'a vu en 24, aux céréales et aux Léopro, et à la volatilité du prix du marché et l'augmentation des charges, eux-mêmes soumis à la géopolitique. Donc,
les données du RICA sur les résultats économiques de la récolte 2024, ils seront disponibles début 2026. Et si cela vous intéresse, je crois que ça fera l'objet d'une question dans le webinaire, on pourra vous proposer un prochain webinaire Pluriagri à RTB qui sera consacré à l'évolution des résultats économiques en 24 et à une analyse un peu plus poussée de la dispersion des revenus. Voilà, et je cède la parole à Sébastien. Simplement, Seb, juste avant que tu ne commences, un petit élément de précision. Vous allez avoir là, pendant la présentation qui va suivre, des petits sondages qui vont apparaître. Donc, il vous suffit de cliquer dessus pour pouvoir y répondre. Voilà, on a essayé d'innover un petit peu. C'est rien d'extraordinaire, mais vous verrez que les questions, parfois, pour nous, c'est utile si vous y répondez parce que il y a une forme d'incertitude toujours sur certaines analyses et la manière dont on peut interpréter certains résultats. Donc voilà, ces petits sondages vont apparaître au fur et à mesure. Et Bénédicte, tu as raison. On parlera de la thématique de notre prochain webinaire économique pour le premier trimestre 2026 en fin de réunion. Donc, bonsoir à tous, Sébastien Andren, donc à la RTB, service économique. Je vais vous faire une présentation des coûts de production betteraviers. Comme sur Pluriagri, on a des données consolidées, mais qui sont consolidées que sur la campagne 2023 via les centres de gestion. On va vous présenter une estimation pour 24 et 25. Et au-delà de ça, on fera après une petite analyse sur des comparaisons de marge avec d'autres cultures que la betterave, en comparaison avec celle de la betterave. Donc, comme chaque année, on a nos sources qui sont issues des données comptables des exploitations par le biais de Pluriagri et des centres de gestion, donc des différents départements betteraviers français. Donc, on représente 98% de la sole betteravière française avec tous les départements représentés. Donc, on a vraiment des données représentatives qui sont consolidées. Alors, quelle est la structure de notre coût de production ou notre définition? Vous savez que chaque expert, évidemment, il y a soit un coût de production, un prix d'intérêt, etc. Nous, notre coût de production à la RTB, il se définit comme tel. C'est les charges spécifiques à la culture betteravière, qui sont les charges variables, qui intègrent les semences, les engrais, phytosanitaires, l'irrigation, et puis en charge et l'itinéraire technique, en spécifique aussi, qui tient compte de la mécanisation de la main-d'œuvre et puis du GNR. Au-delà de ça, on a aussi les charges comptabilisées à l'échelle de l'exploitation. Donc là, c'est les charges de structure brute, donc là qui prennent l'entretien et l'amortissement des bâtiments, les fermages payés, frais financiers, frais généraux, et auxquels nous intégrons la MSA. Évidemment, la MSA, elle est contributaire de la stratégie fiscale de chaque exploitation. Donc c'est ce qui nous donne notre coût. Alors, dans ce coût de production, on se projette aussi sur la base donc, de 2023, qui constitue notre point de départ. Et puis, évidemment, on a des itinéraires techniques qu'on a beaucoup travaillé au sein de la RTB via les fermes types que nous avons développés au sein de Cister. Cister, c'est un outil qui a été construit par Arvalis et qui est un outil web de diagnostic des performances économiques des exploitations. Donc, c'est de dire que c'est quand même des itinéraires techniques qui ont été validés par l'ITB, donc qui sont consolidés et qu'on a essayé on a 6 itinéraires techniques différents selon les régions betteravières. Et à cela, pour l'estimation 24-25 plutôt, on a fait des évolutions de pourcentage, soit d'inflation ou via l'IPAMPA, aussi des estimations d'évolution. Alors évidemment, les années antérieures, on a déjà fait cet exercice, on vous avait présenté aussi des estimations, et puis vous pouvez voir sur ce graphique que l'estimation 2023 qu'on avait présentée l'année dernière par rapport au consolidé qu'on a reçu par les centres de gestion, on a un écart qui est aux alentours de 7% globalement en moyenne.
Ici, 7,6%. On était à 3 100 € l'année dernière en estimation. On a un petit biais de moins de 10%, ce qui est globalement satisfaisant. Mais là où on remarque un écart assez important, c'est surtout sur le poste engrais. Au vu des estimations qui étaient faites par les centres de gestion dans des perspectives de récolte de l'année N+1, il y avait des estimations post-engrais pour la filière betterave qui est située autour des 740 €. Et en définitive, en consolidé, on est autour des 500 €. Donc là, il y a quand même 140 € d'écart. Alors, c'est la question qu'on va vous poser, c'est est-ce que vous avez eu des stratégies différentes par rapport aux années antérieures, étant donné l'envolée des coûts d'engrais de ce poste-là? Est-ce que vous avez eu des stratégies d'achat différentes ou est-ce que c'est des stratégies d'apport peut-être un petit peu différentes? Donc, si vous pouviez répondre à ce petit questionnaire pendant le webinaire, ça nous serait instructif. Donc, au final, sur 2023, vous voyez qu'on est à un coût moyen à 2 900 € sur une betterave à 83 tonnes en moyenne France, qui faisait un prix moyen, du moins à la tonne de betterave, à 35 € à peu près. Donc, sur la perspective 2024, on a rajouté un petit peu les éléments d'évolution, soit des prix de l'évolution des semences, la baisse du prix des engrais, un petit peu l'envolée des prix phytosanitaires, même s'ils vont rebaisser peut-être un petit peu cette année, l'irrigation aussi. Sur la mécanisation et la main-d'œuvre, on a une évolution, on a fait plutôt les estimations de l'inflation. Et vous voyez qu'on a une légère érosion sur l'hypothèse 2024. On passerait de 2 900 à peu près à 2 800 €, et puis une augmentation un petit peu légère sur 2025. Ce qui fait que, au global, vous voyez qu'on a une évolution de moins 3% par rapport à 2023 sur la campagne 2024 et une estimation à peu près stable sur la campagne 2025 autour de 2 800 €. Alors évidemment, les 2 800 €, si vous vous cantonnez sur la campagne 2025 qui vous intéresse peut-être le plus aujourd'hui, puisque c'est la campagne actuelle, avec un rendement estimé à date de 88 tonnes à 16, ça fait une betterave à 32 € pour être à l'étiage, c'est-à-dire à zéro de bénéfice, évidemment. Voilà ce qu'on peut dire. Par contre, par rapport à la campagne 2020, vous voyez qu'on a pris quand même 28%. Et là, par rapport à la moyenne 2018 et 2022, on a plus 15% de charges betteraviers. Donc, ce qui veut dire qu'on aura, je pense, malheureusement, du mal à retrouver des coûts de production avant cette période de 2020, qui était autour de 2 200 €. Aujourd'hui, on est autour des 2 800 à 2 900 € à l'hectare. Alors, ce graphique-là qui représente un petit peu, qui est la synthèse de ce que Bénédicte a pu vous montrer tout à l'heure, mais bon, qui est un petit peu différent. Là, ça vous montre les coûts, les recettes moyennes, c'est la courbe verte. Donc, avec une forte recette en 2023, on a évoqué le prix tout à l'heure dans la tonne de betterave moyenne en France qui était autour des 50 €, avec un rendement à 83 tonnes, avec une baisse en 2024 autour des 40 € la tonne de betterave. Donc, on a perdu 10 € en une année, et puis avec un coût de production à peu près équivalent. Et sur la campagne 2025, on a cette estimation de coût de production, mais le prix à ce jour n'est pas forcément connu. Donc, vous voyez les marges ici, les bâtonnets bleus. Donc, on a connu des marges un petit peu positives en 2016-2017, des marges négatives et très négatives en 2020. On a réussi à récupérer, entre guillemets, sur les 3 ou 4 années suivantes, avec l'année évidemment très forte de 2023, et puis une baisse sur 2024. Et là, sur la campagne 2025, eh bien, tout dépendra du rendement que vous allez faire et du prix de la betterave qui vous sera payé. Alors évidemment, comme ça l'a déjà été dit, on constate en pleine cette année une très forte hétérogénéité des rendements selon les zones betteravières, que vous soyez dans le nord de la France ou en Champagne, là, ça peut être du simple au double. Et même sur des petites régions, on a aussi de fortes hétérogénéités dues à différents phénomènes qui peuvent être la jaunisse, entre autres, ou à des semis peut-être un peu plus tardifs pour certains. Et donc, la betterave qui est moins poussée. Maintenant, sur le prix moyen de la betterave, évidemment, il faudra
tenir compte du prix moyen de la betterave contractée, c'est-à-dire des contrats que vous avez, et des betteraves excédentaires. Il y a certains d'entre vous qui vont être fortement excédentaires. Il y a certaines usines aujourd'hui qui ont un potentiel de 15% d'excédent dans le nord de la France ou en Seine-Maritime, par exemple. Donc, ça va augurer beaucoup d'excédents. Et dans d'autres zones betteravières, telles la Marne, par exemple, ou même l'Île-de-France ou l'Oise, il pourrait avoir des déficits. Donc, quel sera votre prix moyen? Eh bien, tout dépendra du prix des excédents. Et malheureusement, comme si vous suivez un petit peu les marchés du sucre aujourd'hui, on a un marché qui est dégradé et on n'a pas une perspective très, très bonne sur des volumes qui devraient être exportés s'il y a trop d'excédents au sein des groupes sucriers. Donc, quel serait votre prix et quelle serait votre marge, je dirais, selon les rendements dans lesquels vous êtes? Donc là, on a pris un tableau avec de 60 tonnes à 110 tonnes de rendement et des prix de 26 à 28. Alors évidemment, si vous avez emblavé sur une estimation de rendement à 90 tonnes et que vous faites vos 90 tonnes, vous allez être payé, je dirais, tout en contrat. Et donc, on va dire que l'estimation serait autour des 30 € à 32 € avec la pulpe comprise. Par contre, si vous faites du 110 tonnes et que vous avez emblavé sur une base de 90 tonnes, vous allez avoir une part d'excédent assez importante. Et si vous avez une part d'excédent assez importante, bah, vous ne serez plus sur la base 30 € en prix moyen, mais plutôt autour des 28 ou 26 € en prix moyen. Voilà ce qu'on peut dire sur le coût de production. On va maintenant détailler un petit peu plus au niveau des marges. On va commencer par la marge brute. Alors, les cultures qu'on a regardées, c'est le blé, l'orge, le maïs, le colza, le tournesol et les pois. Évidemment, on n'a pas pris le lin parce que le lin, je dirais que il est hors jeu parce qu'il dégage des bénéfices bien supérieurs aujourd'hui à la betterave selon les rendements que vous avez et les prix qu'il y a. La pomme de terre, on aurait pu la prendre aussi, mais on ne l'a pas prise. Bon, cette année, évidemment, la pomme de terre, le contexte est un peu plus délicat. Pour ceux qui ont des contrats à prix fixe, ça va, mais ceux qui ont des excédents ou qui sont au marché, c'est très compliqué. Donc, on va se cantonner sur ces 6 cultures. La méthodologie, donc là, on a pris donc la marge brute, c'est celle qui nous donne une rentabilité à court terme, je dirais, sur une culture, dans des comparaisons de cultures dans vos exploitations. Donc, c'est le prix fois le rendement, moins les charges variables qui sont les semences, engrais, phyto, et on a mis les travaux par tiers en plus. Donc, les données pour utiliser ça, là, on a fait une marge brute sur la période de 2017 à 2023. On a évidemment utilisé les données qui viennent des centres de gestion. On a aussi utilisé Agreste pour faire un rendement moyen et des surfaces moyennes aussi des zones betteravières pour que les choses soient consolidées. Et puis, vous voyez qu'on n'a pas toutes les données au niveau des centres de gestion pour comparer ces marges. Ça représente 73,5% de la sole betteravière avec des départements de l'Aisne, de la Marne, de la Somme, Pas-de-Calais, de l'Aube, de la Seine-Maritime et de l'Eure. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en moyenne, sur la période 2017-2023, en marge brute, la betterave dégage une marge qui est de 2 250 € à peu près, le blé à 1 000 €, et vous voyez que la betterave a une marge brute qui est 2 fois supérieure à celle du maïs et du pois, en moyenne, sur cette période-là, sur toute la zone betteravière. Maintenant, si on regarde la dispersion des choses, vous voyez que sur la betterave, on a une dispersion qui est très importante. Vous avez ces représentations à moustache, où plus la moustache est large, plus, c'est ce que Bénédicte Carlotti vous disait tout à l'heure, plus la dispersion est grande. Et la betterave, on a eu une dispersion de marge brute très importante, avec le point bas qui était l'année 2020, évidemment, avec 578 €, et l'année haute à 2 300 €, qui est l'année 2023. Par contre, vous voyez que sur les autres cultures, telles que le blé ou le pois, on a des marges brutes beaucoup plus resserrées. Donc, il y a moins de risques, je dirais, entre guillemets, sur ces autres cultures, au niveau de ces marges brutes, que sur celles de la betterave. On a maintenant, je vais vous parler un peu du coût spécifique. Alors, ce coût spécifique, c'est vraiment ce coût qui est lié à la culture. Donc, c'est les charges variables de chaque culture. On l'a comparé à la fois pour la betterave et les 6 cultures que je vous ai évoquées. Et donc, on a les charges variables semences, engrais, produits phytosanitaires, les itinéraires techniques qui intègrent la main-d'œuvre, les carburants et le matériel.
Donc, on a fait des itinéraires techniques via Cister. Donc, c'est des itinéraires techniques qui sont consolidés via Cister de l'ensemble des cultures considérées. Les données, c'est du centre CER, Champagne, Nord-Est, Île-de-France, via la préparation de la récolte 2025. Donc là, je ne suis plus sur la période 2017-2023. Là, je suis 2025. Donc sur le coût spécifique des cultures sur l'année 2025. Donc ce qu'on voit, c'est au niveau des intrants. La betterave, on a à peu près 1 200 € d'intrants. Et donc, on a 2 fois plus d'intrants en coût que les autres cultures. Donc la betterave, on le sait, est gourmande en trésorerie. Donc c'est le post-engrais, semences, etc. En itinéraire technique aussi, c'est la même chose. On a un itinéraire technique qui est beaucoup plus gourmand en betterave que les autres cultures. Donc on a une forte... c'est un peu plus... la betterave, je dirais, demande des investissements en trésorerie et puis en temps de travail aussi, plus important que les autres cultures. Donc, vous voyez, globalement, c'est l'addition des deux, le coût spécifique betteravier par rapport aux autres cultures. Alors, je n'aurais pas mis, si j'avais mis la pomme de terre a certainement des coûts spécifiques aussi plus élevés que la betterave. Mais voilà, là, c'est sur ces cultures. Pour terminer, je vais vous représenter, on a fait un exercice qui est le différentiel des marges nettes entre la betterave et les autres cultures, toujours sur l'année 2025. Donc, sur cette période-là, donc la méthodologie, donc c'est d'estimer l'écart qu'il y a entre la marge nette betterave et la marge nette des autres cultures, tout simplement. Pour ça, on a pris des hypothèses. Les hypothèses ont été consolidées via une enquête qu'on a fait au sein des AS Grande Culture avec Arvalis au mois de septembre, avec des rendements moyens des différentes cultures sur l'année 2025. Donc la base qu'on a, nous, ici, est des prix moyens. On a du blé à 8,3 tonnes à 165 € départ ferme, orge d'hiver à 7,3 tonnes, 160 €, le colza à 3,8 tonnes à 475 € départ ferme toujours, le maïs à 9,8 tonnes à 150 € après séchage, et départ ferme, et le pois protéagineux 3,8 à 210, auquel on rajoute l'aide de couplet de 122 € et le tournesol 2,6 à 495 €. Donc, on a toujours le même principe, c'est notre itinéraire, les itinéraires techniques de via Cister, les charges de structure qui sont CER globalement France. Là, il faut que vous partiez sur le principe que c'est une même ferme sur laquelle il y a tous ces cultures-là. Donc, on a la même charge de structure globalement qui est estimée autour des 600 € de l'hectare. Donc là, tel que vous pouvez lire ce graphique, voilà les tableaux que ça donne. Ça, c'est le différentiel de prix de marge nette entre la betterave et si vous aviez fait un blé, si vous avez récolté un blé à 8,3 tonnes à 165 €. Et tout dépend du rendement, évidemment, betteravier que vous allez faire cette année et du prix moyen que vous allez avoir au niveau de la betterave. Si on prend un exemple, là, par exemple, pour une betterave à 32 € et un rendement à 90 tonnes, au vu des données qu'on a, vous dégagez une marge nette supérieure de 531 € en ayant fait de la betterave par rapport au blé. Voilà, qui aura été à 8,3 tonnes à 165 €. Donc cette année, tout ce qui est en vert, finalement, toute la partie verte, il valait mieux faire de la betterave que du blé. Après, je sais très bien que d'un point de vue agronomique, tout ça est beaucoup plus compliqué et moins simple, mais c'est simplement l'exercice que nous avons fait. On a fait le même exercice sur l'orge. Donc, vous voyez que même à des rendements par rapport à l'année qui sont un peu bas, de moins 80 tonnes, à des prix même assez bas, à 28 €, la betterave s'en sort encore mieux à une marge nette supérieure à l'orge à 7,3 tonnes à 160 € départ ferme. La même chose sur le colza. Alors, c'est le colza qui s'en sort le mieux sur les 6 graphiques que je vais vous montrer. Donc, un colza à 3,8 tonnes à 475 €. Donc là, vous voyez qu'il faudrait, pour un betteravier qui fait du 90 tonnes cette année, il faut au moins des betteraves à 32 € pour avoir une marge nette qui soit supérieure à celle du colza sur cette base-là.
La même chose sur le maïs. Le maïs, évidemment, il y a les prix se sont effondrés aussi cette année, et surtout après ce séchage aussi. Et là, vous avez ce tableau aussi qui donne la même chose. Donc là, je vais reprendre à 90 tonnes, à 30 €, vous dégagez 332 € de marge nette supérieure par rapport à un maïs à 8,8 tonnes à 150 €. Et pour terminer, je vais finir sur le pois et le tournesol. Donc là, vous voyez que le pois aussi, en betterave, on s'en sort mieux sur l'année 2025. Alors évidemment, on bénéficie, malheureusement pour vous, exploitants, du fait des prix très dégradés des céréales, hein, et des éoléagineux, protéagineux, ça dépend, non pas en tournesol, ça va, et puis en colza, ça va. Mais si les prix s'étaient maintenus au niveau des céréales, tel que vous avez pu le connaître en 2022, je ne vais peut-être pas parler de 2022, mais au moins 2023 ou 2024, peut-être que les graphiques seraient différents. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, ce qu'on peut retenir au global quand même, c'est qu'on a un coût de production qui reste au niveau betteravier très élevé, autour de 2 900 €. Aujourd'hui, certes, on a un rendement supérieur en betterave cette année qui est autour des 90 tonnes, on va dire, en moyenne nationale. Mais donc, on va avoir un rendement olympique qui va passer de 80 tonnes, au rendement olympique 5 ans, de 80 tonnes à 82 tonnes 5. Mais à 82 tonnes 5, avec un coût de betteravier à 2 900 €, il faut de la betterave à 35 € pour arriver à l'étiage. Voilà en conclusion ce que je peux dire. Donc, ce qu'on avait pu déjà évoquer l'année dernière, depuis 2 ans, c'est qu'aujourd'hui, il faut des betteraves à plus de 30 €, 32 € pour bien s'en sortir au niveau betteravier. Voilà, messieurs, donc je suis prêt à répondre aux questions, et Bénédicte aussi, si vous en avez. On a le temps devant nous, il est 18h30, donc Alexis, je vais te laisser la main. On a une petite demi-heure. Non, mais normalement, effectivement, on va ouvrir les micros parce que vous l'avez peut-être vu, mais on avait Alexis, on ne t'entend plus. Oui, pardon. Je disais simplement que voilà, on a normalement les micros sont ouverts ou vont s'ouvrir puisqu'on les avait fermés, et vous indiquez donc que vous êtes invité à réagir, ça va de soi, à nous faire part de vos remarques. Moi, je voulais juste préciser quelque chose d'important et qui est relatif à un point méthodologique sur les ITK, puisque Sébastien, tu l'as mentionné, on travaille sur des ITK que l'on a développés, mais ils ne sortent pas du chapeau. Je voulais insister là-dessus. Ça concerne d'ailleurs à la fois les ITK betteraviers, mais les ITK des autres cultures. Il y a eu un gros travail de fait, notamment par Adeline Jacques, qui travaille sur ces itinéraires techniques. C'est un travail de fourmi, croyez-moi, pour aller récupérer toutes ces informations, vérifier la cohérence aussi des produits qui sont intégrés dans les itinéraires techniques. Alors, ce n'est pas parfait, bien évidemment, mais voilà, sachez que le travail, et c'est tout un peu l'enjeu des dernières années pour la RTB, on cherche à faire toujours mieux, et je pense que voilà, sur ces ITK, en tout cas, tous les autres instituts, ou un grand nombre d'entre eux, ont été sollicités. Donc, il y a une validation de ces opérations au champ, et donc ça ne sort pas du chapeau. J'insiste dessus parce que c'est quand même un point important pour vous, agriculteurs, de savoir que tout ça a été traité en essayant d'être le plus précis possible avec les autres instituts. Alors, je vais regarder peut-être s'il y a des questions, des remarques. S'il n'y en a pas, alors vous me dites, parce que parfois je vois mal, il n'y en a pas. Alors, il y a peut-être une question pour les participants que l'on pourrait vous proposer, qui a trait un peu à la main-d'œuvre, parce que c'est vrai que on a y a eu une certaine. Aux questions, les gens ont répondu. On entend, on t'entend, je pense, mais je vais vous proposer de répondre à cette petite question qui, pour nous, n'est pas anodine, là aussi, concernant
le nombre d'hectares de SAU pour lequel vous considérez qu'il y a nécessité d'avoir un salarié agricole à temps plein sur l'exploitation. En fait, c'est une variable qui a un impact non négligeable. Donc, je vous laisse peut-être répondre à la question et ce qui va me permettre, normalement, si je me débrouille pas trop mal, de regarder les résultats de la précédente question qu'on vous a posée. Et on voit que par rapport notamment au delta qu'on avait entre les anticipations de 2023 et le réalisé 2023 sur le post-engrais, eh bien, pour 50% d'entre vous, en fait, le différentiel s'explique par un ajustement de la période d'achat sans qu'il y ait eu d'ajustement des apports. Donc, merci à ceux qui nous ont répondu parce que c'est vrai qu'on se posait la question de savoir ce qui expliquait ce différentiel. Visiblement, peut-être qu'il faut qu'on aille creuser sur l'ajustement de ces périodes d'achat. Alors, je vois qu'il y a une remarque. N'hésitez pas. Normalement, les micros sont ouverts aussi, donc je vous invite à vous exprimer. Hein. Il n'y a pas de… Je vois que Clément, je ne sais pas s'il veut s'exprimer. Peut-être pas. Si. Clément. Alors, je vois que c'est une réponse par rapport au sondage sur le nombre d'hectares de SAU nécessaires. Alors, je vois qu'il y a Anne. On va peut-être donner la parole à ceux qui veulent s'exprimer. Allez, de vive Moi, voix. je comprends pas la question. En plus du chef d'exploitation, enfin, aujourd'hui, Oui. il y a quand même aussi une diversification des moyens d'avoir de la main-d'œuvre sur les exploitations en travaillant en collectif, en faisant appel à un petit peu de prestations. Donc, je comprends pas cette question, en fait. Bah, la question, elle est tout simplement liée au poste main-d'œuvre. Voilà, on sait que c'est un enjeu important et on se dit, bah, peut-être que psychologiquement, il y a des seuils qui sont atteints et qui font que pour les agriculteurs betteraviers, ils se disent, bah, voilà, à partir de tant d'hectares, c'est quand même la coupe, entre guillemets, est un peu lourde à porter. Et donc, voilà, ça correspond plus à un seuil psychologique qu'à une réalité sur le terrain. Donc la question, elle est plus de se dire, est-ce que finalement, quand nous, on est amené à faire des hypothèses aussi sur les coûts de manœuvre, est-ce que voilà, il y a à prendre en compte ce type de seuil psychologique qui ne s'applique pas forcément à toi, Anne, ou à d'autres agriculteurs. Mais voilà, c'est important en tout cas de savoir déceler si c'est justifié sur des exploitations, par exemple, de plus de 200 hectares, de considérer qu'il y a un salarié agricole à temps plein sur l'exploitation, parce que ça va directement impacter. Ouais, mais enfin bon, tu as peut-être éclairé, mais ça n'apporte pas la réponse à ma question. On s'organise en fonction de notre système avec les périodes de bourre, avec. Enfin voilà, je participe pas au sondage, je comprends pas la question. Donc. Je crois qu'Anne a quand même raison. Aujourd'hui, l'embauche d'un salarié est quand même pas une évidence dans les exploitations, notamment par rapport à la prise de risque et on n'embauche pas un salarié pour le licencier dans un an. Et c'est vrai qu'il y a quand même toute une combinaison, on va dire, de solutions, notamment l'entraide, notamment l'appel à de la prestation extérieure, qui fait, entre guillemets, je vais dire, un travail, enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais un travail un peu déguisé de salariat, en fait. C'est-à-dire que tout ça nous permet quand même d'éviter, entre guillemets, et d'embaucher un salarié à plein temps. Et en plus, je vais dire, c'est quand même très compliqué quand même d'avoir une réponse aussi simple parce que il y a quand même un certain nombre de cultures et de diversification qui fait que la main-d'œuvre est beaucoup plus importante pour certaines cultures ou certains types d'exploitation. Donc voilà, il y a vraiment, moi je pense, cette grande diversité de solutions, enfin de grande diversité, ces solutions, on va dire, de remplacement aux salariés en fait. Non, mais l'idée n'est pas de dire qu'il faut un salarié, au contraire. C'est un des éléments de réponse que vous nous transmettez, c'est de dire finalement, dans l'évaluation des coûts de production et du poste main-d'œuvre, il faut se cantonner finalement
a un chef d'exploitation qui gère son exploitation et qui utilise d'autres leviers. Et c'est un peu le sens. Il n'y a pas forcément de… Et d'ailleurs, on le voit là sur les résultats, que tout ça c'est en tout cas ce qu'on avait en tête et c'est confirmé a priori, que ça dépend hautement de la technicité des cultures et du nombre d'interventions. Il semble pertinent. Mais voilà, pour nous, c'est simplement une indication pour se dire, est-ce que quand on évalue la main-d'œuvre, il faut intégrer uniquement finalement le chef d'exploitation et ne pas considérer un demi ou un ETP, voire plus, sur l'exploitation. Ok, écoutez, je ne vois pas d'autres. Ah si, Xavier. Vas-y, Xavier. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais. Ouais, je vais peut-être poser une question un petit peu gênante, mais est-ce que vous êtes allé dans vos études, jusqu'à distinguer la rentabilité d'une betterave sucre et d'une betterave éthanol? Non, on n'a pas tenu compte. Non, c'est pas gênant. Non. En fait, ce qu'on regarde, Xavier, c'est indirectement le prix qui est payé pour la betterave en considérant, en faisant un peu un package global, qu'elle soit destinée à tel débouché ou tel autre. L'exercice n'a pas été fait. On s'est plutôt basé sur un prix moyen qui, comme on l'a indiqué là aussi, au-delà du débouché, est-ce que c'est éthanol ou sucre? Attention aussi, puisqu'il y a des excédentaires et il y a des betteraves contractualisées. Donc, le prix moyen qu'on prend en référence quand on vous présente les matrices, c'est toujours un prix qui intègre un peu des deux. Et c'est important cette année parce que, comme le disait Seb, il y a des excédents qui dépassent le volume qui est autorisé dans les contrats quand on produit un peu plus. Ce n'est pas le même prix, c'est une réalité. Donc. Mais on n'a pas fait non, mais je comprends bien. L'exercice en tant que tel. Non, mais c'est pas le rôle de la ETV de toute façon, c'est pas le rôle de distinguer les différentes catégories. Vous êtes bien obligé de prendre un prix, le prix qui est pratiqué, mais c'est une question quand même qui se pose un peu dans les fermes, ça. Mais en même temps, je rebondis un peu sur ta question, Xavier. Est-ce que l'agriculteur a la main là-dessus? Non. Donc finalement… Non, je suis d'accord. C'est pas une question qui se pose à l'agriculteur. Mais Xavier, la question que tu dis que la question se pose dans les fermes, ça veut dire que les exploitants, est-ce qu'ils considèrent ou ils estiment que la betterave éthanol, entre guillemets, dégrade le prix moyen des betteraves? Est-ce que c'est ça leur inquiétude ou Je pense que c'est une question qui se pose pas. Oui, je pense que c'est une question qui se pose un peu. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. En tout cas, le point est noté. Donc, on le garde en tête, Xavier. Alors, je vois qu'il y a Guillaume Moret. Allez-y. Oui, c'était plutôt une remarque par rapport à ce que vient de dire Xavier. C'est que moi, je suis juste planteur. Je suis pas investi dans ma coopérative ni. Voilà. Donc, en fait, nous, on se pose pas la question de savoir si on fait de la betterave pour faire du sucre ou de l'éthanol. On est bien conscient qu'il y a une partie qui va à l'éthanol, que notre industriel fait des choix pour en porter plus d'un côté, plus de l'autre, en fonction des années, en fonction de ses besoins peut-être. Mais nous, en tous les cas, on nous achète de la betterave et qu'elles partent. On ne nous dit pas quand on nous achète les betteraves si elles vont partir pour faire de l'éthanol ou pour faire du sucre, et on n'aura pas un prix différent. Donc en fait, on se contente de cultiver de la betterave. Oui, j'entends bien. J'entends. Ce qui est certain, c'est que l'éthanol qui
qui est une filière qui a commencé à se développer dans les années 2006, voilà, a permis, par le biais de sa diversification, a eu un intérêt. Là, c'est vrai que sur les dernières années, l'intérêt de la diversification il est moindre, c'est évident, puisqu'on a eu des marchés du sucre qui étaient extrêmement rémunérateurs. Bon, ça fait partie de stratégies, mais plus d'entreprises. Donc là, c'est vrai que pour le coup, chaque coopérative, chaque entreprise décide un petit peu de ces choix stratégiques-là. Mais rien n'empêcherait de faire ce type de calcul. Est-ce qu'on est légitime pour le faire? C'est une autre question. Ok, merci. Alors, je voulais, juste avant de vous libérer tous, voilà, vous indiquer aussi deux choses. La première, c'est qu'on va avoir un prochain webinaire, pour ceux que ça intéresse, alors qui ne sera pas économique pur de l'exploitation, mais qui sera en lien avec la durabilité et le bas carbone, les initiatives bas carbone. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà le noter dans votre agenda. Ce sera le 16 décembre. C'est un petit cadeau de Noël avant l'heure. Si on peut parler de cadeau de Noël, mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, voilà, notez-le. On vous renverra une invitation. Et puis, vous proposez également, et ça c'est pour le prochain semestre, c'est-à-dire le premier trimestre 2026, vous demandez et vous proposez deux choix pour notre webinaire qui sera organisé. Alors normalement, si je me débrouille pas trop mal, vous avez une question qui va apparaître et qui concerne la thématique de ce prochain webinaire, avec deux choix au menu. Un travail mené sur les revenus betteraviers 2024 qui fait un peu le pendant de ce que Bénédicte vous a présenté en première partie, mais qui intègre donc les dernières données dispo. Et puis l'autre possibilité, c'est une thématique PAC avec deux volets à l'intérieur, on imagine. Un premier sur l'impact économique des aides qui ont diminué au cours de la programmation actuelle. Et puis, un petit focus sur la prochaine programmation, donc post-2028, 2028 et au-delà. Voilà, je vais vous laisser un petit peu de temps pour y répondre si vous le voulez bien. Et pendant ce temps-là, j'en profite également pour remercier les intervenants, ça va de soi, mais aussi les gens que vous ne voyez pas forcément, notamment Alicia Garcia, qui travaille au département communication de la RTB et qui nous a aidé grandement pour organiser le webinaire. Donc, je voulais aussi (7h moins 10). Voilà, merci à tous. Et puis, je regarde en même temps voilà, les résultats, où a priori, il semblerait… Ah non, je revérifie. OK, c'est la PAC qui semble l'emporter. Les votes sont encore ouverts. Alors, je regarde, est-ce qu'il y a des remarques en parallèle? Une remarque. Merci à tous. OK, pourcentage de la table. Nous, qu'avant. Alors, pour ce qui est du pourcentage, je ne suis pas sûr qu'il soit plus haut qu'avant, mais il faudra le… OK, je vois, voilà. Et alcool et sucre sont des débouchés. Bon, pas évident, je ne vois pas tous les messages, j'ai l'impression que ça pullule. En tout cas, je ne vois plus le chat, je m'en excuse, parce que je ne vois pas. 32% sur la PAC. Bon. Oui, alors voilà. La seule chose que je vois, c'est le résultat du sondage. Donc, on va partir sur la PAC. Ça, c'est acté. Donc, pour rappel, ce sera sur le premier trimestre 2026. Et sur la fin d'année, vous en avez un, mais qui n'est pas microéconomie de l'exploitation et qui est durabilité
et bas carbone. Voilà, j'espère que c'est clair. Ce sera le 16 décembre. Je peux reprendre les questions qu'il y a dans le fil, là, je les vois, moi. Il y a une question qui est demandée, est-ce que le pourcentage vers l'éthanol est plus haut qu'avant? On les reprend si tu les vois. Je ne les vois pas. Ouais, pas nécessairement, ça dépend. On sait qu'aujourd'hui, la filière éthanol maïs se développe beaucoup et qu'il y a une concurrence de plus en plus importante entre les différentes filières, que ce soit betterave, céréalier, maïs, etc. Et donc, il y a des parts de marché, évidemment, qui sont un peu bouchées de part et d'autre. Donc, l'écoulement, peut-être betterave, un peu plus de difficultés en ce moment à écouler de l'éthanol par rapport au maïs, qui a un prix très dégradé actuellement, évidemment, à 150 balles le maïs. D'autres questions, il y avait, au cours actuel d'éthanol domestique, ou plutôt rémunérateur qu'un dégagement sur le marché mondial, on estime cette année entre 18 et 21% des betteraves. Ça, c'est Timothée qui a répondu. En France, destiné à l'éthanol. Timothée. Bon, ça, c'était la question. Une betterave sur 5. Bon. Ouais. Ok, bah écoutez. Timothée a répondu aux questions, généralement. Ouais. Merci, Timothée. Bah, c'est parfait. Ouais. Merci beaucoup. Et puis merci à tous et bonne soirée surtout. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.